je vais, pour des raisons pratiques ici, écrire clé de sol, clé de fa. Et je vais compléter mon propos, je vais être assez rapide, je vais compléter mon propos par un exemple pris chez Fuchs. On y verra quelques petites différences avec ce que j'annonce, notamment des notes répétées, etc. Et une petite ambiguïté modale. Ça, c'est important, j'y tiens. Mais bon, alors, je prends par exemple ce motif-là. Do, La, Sol, Mi, Fa, Ré, Do. J'ai un peu honte, mais laissons la honte de côté, j'ai un peu honte d'énoncer un texte comme ça en disant Do, La, quelle horreur. Bon, il faut évidemment, je le redis, je ne sais plus si je l'ai dit, je le redis ici, quand on commence l'exercice de contrepoint, bon là je me situe dans un contexte, c'est comme si c'était une basse. Je vais évidemment le traiter en bas et je vais mettre un contrepoint au-dessus. Encore une fois, attention, ça n'est pas ça le modèle. C'est ça, mais ça peut être le contraire. Bon, je reviens à mon premier propos. Quand j'ai ça, je n'écris rien. Je n'écris absolument rien. J'écoute la ligne, je la chante. Moi, ici, dans la vidéo, je ne la chante pas parce que je ne chante pas bien et ça ne serait pas beau. Donc, j'invite tout un chacun à la jouer sur le clavier, à la jouer au violoncelle, à la jouer au violon, comme on peut, à l'entendre et à l'observer. L'analyser, le mot est un peu fort. Parce que je vais pas, qu'est-ce que je vais analyser ça? Mais j'observe simplement une chose, c'est une ligne descendante. Déjà ça c'est très important, parce qu'il y a des cantus firmus qui sont plutôt ascendants. Ça rejoint un peu cette idée ancienne de plagale et d'autante. L'autante, c'est des lignes mélodiques qui sont plutôt dirigées vers le haut. Le plagal est plutôt une ligne mélodique dirigée vers le bas, à faible écart, ce qui n'est pas le cas ici, puisque je franchis l'octave. Donc je commence sur un Do supérieur, je finis sur un Do inférieur. Je franchis 2 tierces, c'est intéressant, ces 2 tierces sont 2 tierces mineures descendantes. Si je modifiais mon texte, et ça c'est un travail d'oreille à faire, et que je le rendais mineur, j'aurais ça. Du coup j'aurais bien les 2 tierces majeures descendantes. J'enlève cet élément. Voilà, ce sont tout ça qui m'intéresse. J'observe, ensuite je suggérerais aussi de découper le cantus pardon de ce charcutage. Mais il n'est pas mauvais de travailler par exemple sur les 4 premières notes. Je pars de la tonique et je descends vers le 3e degré. Et de la même manière, je peux étudier uniquement cette partie-là de la médiante et qui finit vers la tonique, qui fait une petite boucle, voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc ensuite, je vais écrire une ligne supérieure. Je sais que je dois partir, ça je reviens à mes règles, enfin là, oui ce sont des règles, mais ce sont plutôt des lignes de conduite. Je sais que je dois partir sur une consonance parfaite et arriver sur une consonance parfaite. On peut être tenté par exemple d'arriver sur Mi, ça n'est pas bon, on n'écrit pas la tierce, on écrit soit l'octave, soit l'unisson. Ici c'est impossible parce que la voix du dessus ne va pas descendre aussi bas, soit l'octave, soit la quinte. Alors attention. A priori, bon, j'énonce des choses comme ça, je pourrais parler un peu à l'infini, hein, mais bon. Je dois arriver plus parfait que je ne suis parti. Si je commence par l'unisson, bon, ben, je dois arriver au moins sur l'octave, je ne vais pas arriver sur une quinte. Donc je vais plutôt proscrire les quintes pour l'arrivée. Pour le départ, je peux partir unisson ou quinte ou octave. Donc je sais déjà que mon point de départ pourrait être ou ça, ou ça, ou ça. Voilà, déjà il y a quelque chose de... mon point de départ. Et mon point d'arrivée sera ou ça, mais pas de quinte. Voilà. Et ici, je vais introduire un mouvement sinueux qui ne ressemble pas au mouvement inférieur. Donc là, j'ai un La. Donc je peux, dans mon travail, après on ne le fait plus, c'est évident, mais dans mon travail, je peux envisager toutes les notes possibles. Donc quelles sont-elles? C'est la tierce. Alors là, attention, je n'ai plus le choix entre tierce majeure et tierce mineure. Bien évidemment pas. La tierce, si je fais une tierce, ça sera un Do, elle sera mineure. Je ne vais pas introduire le Do dièse, bien sûr. Je me situe ici dans le cadre de la tonalité de Do majeur, du mode de Do, le ton de Do. Donc je peux avoir une tierce, je peux avoir une quinte, je peux avoir une sixte, je peux avoir une octave. J'ai dit que je pouvais, par exemple, adopter le saut d'octave. Par exemple, je peux partir d'un Do aigu et faire la descente vers le Do grave. Ça, dans Fuchs, on le trouve, par exemple. Et puis, je remonte ici vers la quinte. Et ici, je peux monter d'une quarte vers le Sol. Donc, déjà ici, je montre ici, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas poursuivre trop longtemps pour ne pas alourdir mon propos, mais c'est pour montrer le point de départ de mon écriture. Je peux avoir ici également un Si, pardon, de ce petit charabia de notes,
mais c'est pour montrer ces éventualités. Ici, je peux avoir un Fa, donc je vais quand même le faire. Hein. Do, là, je rétrécis un peu mon écriture pour avoir la place. Ici, par exemple, je vais voir Do, 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 par exemple, Do. Alors, par exemple, si je faisais Do, Si, c'est pas mal Do, Si. Pour tierce, tierce, 2 tierces consécutives sont possibles. Mais à ce moment-là, si je veux mon saut d'octave, je ne vais pas faire ce saut-là pour descendre. Parce qu'un saut d'octave descendant, il vaut mieux que je récupère en montant. Donc si je descends, c'est que je vais plutôt faire ça. Do, Do, Si. Et si je trouve que cet intervalle est un peu grand, un peu fantaisiste, je peux partir donc sur la quinte. Donc on voit bien ici que j'ai un beau petit contrepoint déjà. Do, Si, Do. Et je répertorie bien, c'est bien la quinte, ma quinte initiale, ma consonance parfaite initiale, une tierce, il y en a 2, et puis c'est une sixte. Voilà quelques exemples. Alors je vais arrêter là, parce que je ne veux pas trop alourdir mon propos, mais on voit bien que déjà, il y a plusieurs possibilités. Et donc c'est ça que je disais, quand on fait un travail de contrepoint, on propose au moins, il n'y a pas de nombre à l'avance, au moins 3 versions. Avec ça, facilement, pour ces 4 premières notes, je peux facilement avoir 4-5 versions sans aucun problème, hein, selon que mon octave monte, que c'est un saut de quinte. Par exemple, ici, reprenons Do, La. Je peux avoir unisson qui monte, par exemple, ici. Je peux partir, je vais écrire les 2 voix sur la même portée. Ça, c'est la voix du cantus. Je peux avoir quinte. La quinte peut, par exemple, descendre sur la sixte. La quinte peut monter sur l'octave. Voilà, je ne vais pas ici tout mâcher, si j'ose dire, mais on voit tout de suite à quel point il y a des possibilités. Je peux avoir Sol-Do, je peux avoir Sol-Do montant, je peux avoir Do-Do descendant, je peux avoir Do-Do montant. Ici, je peux avoir Do-Ré, je peux avoir Do-Si, je peux même avoir Do-Sol. Enfin, je le déconseille Do-Sol parce que ce serait trop disjoint et ça répéterait Sol, Do, Sol, par exemple, ce ne serait pas très bon. Voilà. Donc, c'est pour donner une idée des manipulations du travail de contrepoint. Je pense que c'est un travail très intéressant quand il est bien mené. Alors, tout aussi succinctement, je voudrais présenter la seconde espèce, c'est-à-dire 2 notes contre une. Et je m'en tiendrai là, sachant aussi qu'il y a les traités, qu'il faut les lire, et j'aurai l'occasion plus tard d'y revenir et de détailler chaque espèce en montrant des exemples, en proposant des exercices comme je l'ai fait pour l'harmonie d'ailleurs. Je propose les 4 premières notes du contrepoint. Alors cette fois-ci, je vais mettre des barres de mesure. Pourquoi? Parce que je vais écrire de manière très claire 2 notes, 2 notes, 2 notes, 2 notes, 2 blanches à chaque fois. C'est pour que visuellement ce soit très clair. Je vais énoncer les règles. Pourquoi 2 notes? Enfin, pourquoi 2 notes? Parce qu'on choisit tout simplement qu'il y ait 2 notes. Mais ce que je voulais dire, c'est que je vais donner un exemple ici. Je vais donner un exemple ici, indépendamment de celui-ci. Si j'ai par exemple... je vais écrire une chose très très simple, hein, qu'on connaît même en harmonie. C'est là qu'on revoit l'harmonie. Hein. J'écris Si Do, si je suis en Do, c'est sensible tonique. Et imaginons que j'ai ici opté pour la sixte, c'est-à-dire le Sol. Et j'opte ici pour la tierce. Il est évident que la deuxième note peut être un Fa, auquel cas c'est une note de passage. Alors, il faut savoir que l'essentiel des deuxièmes notes, faire attention à ce que je dis, ne pas se méprendre sur mes propos. Je redis, l'essentiel des deuxièmes notes, de la deuxième note, celle qui est placée sur ce que Fuchs appelle encore à son époque arcis. La thésis, c'est-à-dire la note qui tombe sur le temps fort, doit forcément être en consonance. Je retrouve donc les règles de la première espèce. La première note est régie par les règles de la première espèce. Pas de quinte consécutive, etc., etc., et les fameuses consonances dont j'ai parlé. Mais la deuxième note ici pourra être, en général, souvent, très souvent, une note de passage. Quelle est la caractéristique de la note de passage? C'est que, comme son nom l'indique, elle passe entre 2 points et elle est conjointe, forcément conjointe. Et elle est, en général,
sauf dans un cas particulier, mais peu importe, elle est dissonante. Enfin, elle est étrangère, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas être acceptée. Le Fa ne peut pas être accepté sur le Si, parce que c'est une quinte diminuée. Le Fa ne peut avoir qu'un rôle de note de passage. C'est évident. Hein. Donc ça, c'est une note donc étrangère à l'harmonie, entre guillemets, enfin en tout cas aux consonances dont nous avons parlé, et elles sont forcément conjointes. Autre possibilité de deuxième note, de note sur Ar6, sur temps faible, sur Si, donc je différencie ici, sur Si de la basse, de la voix grave qui monte sur Do. Si j'ai Sol, je peux avoir une autre consonance. Et si j'ai une autre consonance, elle sera forcément en mouvement disjoint. Forcément. Consonance, ça veut dire passer à une autre note de l'accord supposé. Imaginons l'accord de Sol qui est Sol, Si, Ré. L'autre note peut être un Ré. Il est forcément disjoint. Donc je peux écrire par exemple, j'espère qu'on me voit ici, sur la voix inférieure Si, Do. Si j'ai Sol, je peux écrire par exemple Sol, Ré. Peu importe, je monte sur le Mi. Je peux avoir, c'est là qu'on voit aussi la diversité des possibilités. Je peux avoir Ré, Sol, bien sûr. Ré, Sol, admettons que j'arrive sur le Mi. Mais je peux aussi avoir, évidemment, Sol, Ré, comme je l'ai écrit ici, Sol, Ré vers l'aigu. Ou je peux avoir Ré, Sol. On voit à quel point, à partir de ces deux simples notes, qui sont toutes les deux des notes réelles, qui sont toutes les deux des consonances, sixte puis tierce puis tierce, tierce puis sixte puis tierce puis sixte. À partir de ça, on a quand même pas mal de possibilités. Donc j'ai la possibilité de la note de passage conjointe et étrangère et dissonante, ici quinte diminue, où je peux avoir des notes, les deux notes consonantes et forcément disjointes. Mais ce caractère disjoint me sert d'un point de vue mélodique, c'est qu'il va briser une ligne qui serait simplement conjointe tout le temps, ce qui équivaudrait à écrire des gammes. Ce qu'on trouvera dans la troisième espèce, je n'en parle pas aujourd'hui, mais dans la troisième espèce, très vite, on a des bouts de gamme, pardon du terme bout de gamme, mais c'est ça, on a souvent Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, etc. On va le trouver beaucoup plus dans la troisième espèce qui est 4 notes contre une. Et on saura, je fais cette parenthèse, qu'avec la quatrième espèce, forcément, la ligne s'étend sur un espace plus grand que dans la première et la deuxième espèce. Ça, il faut l'avoir en tête. Donc voilà le statut de la deuxième note dans la deuxième espèce. Soit conjointe et dissonante, soit disjointe et consonante. N'oublions pas, j'ai dit tout à l'heure très rapidement en passant, je fais ici une parenthèse, si ma voix de basse est ici, je peux avoir conjoint et deux consonants aussi dans le cas de 5 puis 6, quinte et sixte, ou sixte et quinte. C'est le cas particulier qu'on va trouver à certains endroits. Voilà, donc il faut avoir ça en tête. Évidemment, dans la pratique, on l'apprend, on finit par être totalement familier de ces notions et totalement à l'aise. Alors ici, par exemple, je vais essayer d'écrire quelque chose. Donc je dois partir toujours au départ avec un silence, avec donc la demi-pause. Et je ne pars pas avec deux notes au début, tout à fait au début, je vais partir avec une note enlevée sur Ar6 et qui va tomber sur le temps fort ici. Donc c'est pareil, je peux partir de l'unisson, je peux partir de la quinte ou de l'octave. Par exemple, si je partais de la quinte, je peux m'élancer vers une quarte supérieure et obtenir une tierce. Le Do peut par exemple monter. Alors on voit bien ici que c'est tierce quarte, on voit bien que la quarte ici est un intervalle proscrit, mais il est très bien ici en position faible et en passage entre Do et Mi par exemple. Ici Do et Mi, Do c'est la tierce, Mi c'est la sixte. Je suis bien ici sur les points forts qui sont les consonances. Et par exemple, dans l'esprit que j'ai de favoriser ce mouvement conjoint, je peux monter par exemple vers Fa. Bon, les ampes peuvent être vers le bas parce que la ligne est seule sur la portée, vers le Fa, et monter vers le Sol par exemple. Voilà, je suis déjà très content de moi ici parce que j'ai un bel élan conjoint en blanche avec des consonances sur les temps. Et ça, ce sont donc des notes de passage. On voit bien que les passages qui sont conjoints sont des notes qui seraient proscrites sur le temps. On est bien d'accord, je crois qu'on a compris. Après, évidemment,
Alors, je reprends mon petit effaceur, je vais peaufiner un peu la chose parce qu'il est dommage de quitter le terrain aussi vite. Là, il y a une petite échappée qui m'inquiète, très vite, je suis inquiet, parce que je vois que je monte, je me dis jusqu'où je vais aller comme ça. Alors, évidemment, je vais modifier mon texte, je voulais sol do, n'oublions pas, comme je l'ai montré ici, par exemple, c'est pas pareil, mais qu'au lieu de sol do comme ça, je peux faire sol do en descendant, ce qui est très très bien. Et du coup, je peux écrire ma ligne mélodique ascendante, et cette ligne reste sagement dans l'ambitus qui m'intéresse. Do, ré, mi, fa, sol. Voilà qui est une très bonne chose. Évidemment, il y a beaucoup, enfin non beaucoup, non, certainement pas beaucoup, il y a plusieurs autres écritures. J'invite tout le monde à les chercher, j'invite tout le monde surtout à ne pas suivre ce que je fais là, mais à inverser, à mettre le cantus au-dessus. Je le fais, je ne le fais pas parce que je me limite dans mon exposé, mais il ne faut pas oublier que c'est tout à fait faisable. Par ailleurs, je vais effacer ça ici, et maintenant que j'ai fait un petit travail, qui me semble assez satisfaisant ici, plutôt que de me contenter de ça, je m'obéis à moi-même. Ce que j'avais dit tout à fait au début, je vais incarner dans des voix précises. Si ça c'est bon, là, ce cantus est en bas, c'est pour un ténor. Je sais que pour le ténor, c'est très bien. Le ténor, je lui fixe comme limite grave le do ici. Donc c'est un ténor. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais écrire pour ténor. Donc voilà mon vrai texte. Je dis que c'est un ténor et j'écris do. Je peux aussi dire, le ténor, il peut être un petit peu au-dessus quand même. Il est tout à fait à l'aise là, mais je peux l'inviter à monter un tout petit peu. Je vais donc écrire plutôt en ré. Donc je vais partir de ré, je fais ré, si, la, fa dièse. Voilà. Donc voilà le traitement. J'écris CF ou CD, peu importe, pour cantus firmus ou chant donné. J'ai confié au ténor, j'ai transposé en ré. Et donc je décide ici, comme ça c'est déjà un peu grave. Bon, pas trop quand même, n'exagérons rien. Pour le soprano, ça commence et dans le bas de la tessiture, mais je vais décider de confier au soprano. Et comme je passe en ré, c'est très bien. Ça sera un ré, et donc c'est pas mal. Ré, donc j'écris en clé d'ut, première ligne, la clé de soprano. J'écris fa dièse, do dièse. Je fais ma demi-pause ici parce que c'est le début. Voilà, mon texte est là. Et c'est dominante tonique, un saut du la vers le ré. En do, c'est de sol à do. En ré, c'est de la à ré. Et ça monte ré, mi, fa dièse, sol, la. Voilà, donc j'ai ré, la, c'est bien 5. Si, ré, donc c'est 3. Le 4 passe, puis c'est la. Pardon, c'est la fa, donc c'est une sixte, on est bien d'accord. 6, 7, et ici, j'arrive sur l'octave, sur la tierce fa la. Pardon, je pensais à autre chose, je pensais à l'octave d'avant, peu importe. J'arrive sur la tierce fa la. Donc j'ai reproduit ça en ré, et je suis à même ensuite de le jouer, de bien le réécouter. Et après ce travail, évidemment, je fais tout le travail consistant à écrire un autre texte, puis peut-être un troisième, voire un quatrième, et ensuite tout recommencer avec le chant en dessous. Il est très important de ne pas négliger cet autre aspect. Quand on a bien étudié tout ça, on passe à la troisième espèce, 4 noirs contre une. Voilà. Par exemple, ah là là, je suis incorrigible, je crois que je suis incorrigible, mais je suis tenté, ça c'est la tentation du contrapuntiste impénitent. Je vois ici ce do, ré, mi, fa, sol, je suis en do ici, ce do, ré, mi, fa, sol. Bon, il ne m'échappe pas, évidemment, que si c'était une troisième espèce, je m'arrête là, ça conviendrait particulièrement bien. Do, ré, mi, fa, sol. Et j'arrive, en partant ici de la tierce, j'arrive sur l'octave. Donc j'ai bien une quarte qui passe, une quinte, une sixte et une octave. Et donc c'est très bien, évidemment. Et là, évidemment, les premières notes, c'est toujours demi-soupir et 3 noirs. Bon, je pourrais avoir, par exemple,
Oui, donc là je ne vais pas le faire, je pourrais avoir quelque chose comme, je ne le fais pas, je ne vais pas m'attarder là-dessus, sol, la, si, do, etc. Sol, la, si, do, mais avec le do du haut. Peu importe, je ne le fais pas, mais on voit déjà qu'en partant d'ici, pardon, c'est très improvisé ce que je fais, mais ça n'est pas plus mal. Restons dans la spontanéité. Je pourrais avoir sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Bon. Ou je peux avoir aussi une broderie sol, la, sol, do. Mais je ne développe pas maintenant la problématique, si je peux dire, de la troisième espèce. Mais on voit tout de suite que c'est quelque chose qui va découler assez naturellement. Bon, les syncopes, la quatrième espèce pose des petits problèmes à mon avis, c'est un peu délicat, et il y a un petit côté artificiel parce qu'on doit faire tout le temps des syncopes, on ne doit pas rompre les syncopes, on s'accorde une fois de rompre la syncope, et c'est vrai que dans la musique réelle existante, la syncope ne se suit pas. Il y a des exceptions à ça, d'ailleurs je l'ai montré dans la fugue en fa dièse mineur, où il y a une suite de syncopes de sixtes consécutives, où on n'est plus du tout dans ce cadre-là, dans la liberté totale, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre le travail d'école, qui est un travail d'expérimentation, comme je le dis des fois, consistant à se casser le nez, c'est-à-dire à se confronter à des difficultés. C'est ça le but du travail d'école. Il ne faut pas donc le mépriser, il faut comprendre son but. Il n'a pas la prétention d'être sublime, il a la prétention d'être, de confronter à la règle, c'est ça, de confronter aux contraintes, aux limites. Et c'est en maîtrisant les limites qu'on progresse.